Le petit poucet des contes de Perrault. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants, tous garçons. L'aîné n'avait que 10 ans et le plus jeune n'en avait que 7. Ils étaient fort pauvres et leurs 7 enfants les incommodaient beaucoup parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie. Ce qui les chagrinait encore, c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot. Prenant pour bêtise ce qui était une marque de la bonté de son esprit, il était fort petit, et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui fit qu'on l'avait surnommé le petit poucet. Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison. Cependant, il était le plus fin et le plus avisé de tous ses frères, et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Il vint une année très fâcheuse, et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. Un soir que ces enfants étaient couchés et que le bûcheron était au coin du feu avec sa femme, il lui dit, le cœur serré de douleur, « Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux. Je suis résolu de les mener perdre demain au bois. Tandis qu'ils s'amuseront à fagoter, nous n'avons qu'à nous enfuir sans qu'ils nous voient. » « Ah !» s'écria le bûcheron, « pourrais-tu toi-même mener perdre tes enfants ?» Son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté, elle ne pouvait y consentir. Elle était pauvre, mais elle était leur mère. Cependant, ayant considéré quelle douleur ce lui serait de les voir mourir de faim, elle y consentit et alla se coucher en pleurant. Le petit poucet ouït tout ce qu'ils dirent, car ayant entendu de dedans son lit qu'ils parlaient d'affaires, il s'était levé doucement et s'était glissé sous l'escabelle de son père pour les écouter sans être vu. Il alla se recoucher et ne dormit point le reste de la nuit, songeant à ce qu'il avait à faire. Il se leva de bon matin et alla au bord d'un ruisseau où il emplit ses poches de petits cailloux blancs et ensuite revint à la maison. On partit et le petit poucet ne découvrit rien du tout ce qu'il savait à ses frères. Ils allèrent dans une forêt fort épaisse où, à 10 pas de distance, on ne voyait pas l'un de l'autre. Le bûcheron se mit à couper du bois et ses enfants à ramasser des brindilles pour faire des fagots. Le père et la mère, en les voyant occupés à travailler, s'éloignèrent d'eux insensiblement et puis s'enfuirent tout à coup par un sentier détourné. Lorsque les enfants se virent seuls, ils se mirent à crier et à pleurer de toute leur force. Le petit poucet les laissait crier, sachant bien par où ils reviendraient à la maison, car en marchant il avait laissé tomber le long du chemin les petits cailloux qu'il avait dans ses poches. Il leur dit donc, « Ne craignez point, mes frères, je vous ramènerai bien au logis, suivez-moi seulement. » Il le suivit, il les mena jusqu'à leur maison par le même chemin qu'ils étaient venus dans la forêt. Ils n'osèrent d'abord entrer, mais ils se mirent tous contre la porte pour écouter ce qu'ils disaient leur père et leur mère. Dans le moment que le bûcheron et la bûcheronne arrivèrent chez eux, le seigneur du village leur envoya 10 écus qui leur avaient été envoyés longtemps et dont ils n'espéraient plus rien. Cela leur redonna la vie, car les pauvres gens mouraient de faim. Le bûcheron, voyant sur l'heure sa femme à la boucherie, comme il y avait longtemps qu'il n'avait pas mangé, elle achetait 3 fois plus de viande qu'il n'en fallait pour le souper de 2 personnes. Lorsqu'il fut rassasié, la bûcheronne dit, « Hélas, où sont maintenant nos pauvres enfants ? Ils feraient bonne chère de ce qu'il nous reste là. Moi aussi, Guillaume, c'est toi qui les as vendus, voulu perdre. Que font-ils maintenant dans cette forêt ? Hélas, mon Dieu,
Les loups les ont peut-être déjà mangés. Tu es inhumain d'avoir perdu ainsi tes enfants. Le bûcheron s'impatienta à la fin, car elle redit plus de 20 fois qu'elle s'en repentirait et qu'elle l'avait bien dit. Elle le menaça de la battre si elle ne se taisait. Ce n'est pas que le bûcheron ne fût peut-être encore plus fâché que sa femme, mais c'est qu'elle lui rampait la tête et qu'il était d'humeur de beaucoup de gens qui aimaient fort les femmes qui disaient bien, mais qui trouvaient très importunes celles qui ont toujours bien dit. La bûcheronne était tout en pleurs. Hélas, où sont maintenant mes enfants, mes pauvres enfants? Elle le dit, une voix si haute que les enfants qui étaient à la porte, l'ayant entendu, se mirent à crier tous ensemble. Nous voilà! Elle courut vite leur ouvrir la porte et leur dit en les embrassant que je suis aisée de vous revoir, mes chers enfants. Vous êtes bien las, vous avez bien faim. Ils se mirent à table et mangèrent d'un appétit qui faisait plaisir au père et à la mère, et racontaient leurs peurs qu'ils avaient eues dans la forêt, en parlant presque tous ensemble. Ces bonnes gens étaient ravis de revoir leurs enfants avec eux, et cette joie dura tant que les 10 écus durèrent. Mais lorsque l'argent fut disparu, ils retombèrent dans leur premier chagrin. Ils résolurent de les perdre encore, et pour ne pas manquer le coup, de les conduire bien plus loin que la première fois. Ils ne purent parler de cela si discrètement qu'ils furent entendus par les petits poussés, qu'il fit son compte de sortir l'affaire comme il avait déjà fait. Mais quoiqu'il se fût levé de grand matin pour aller ramasser des petits cailloux, il ne put en venir à bout, car il trouva la porte de la maison fermée à double tour. Il ne savait que faire. Lorsque la bûcheronne, leur ayant donné à chacun un morceau de pain pour le déjeuner, il songea qu'il pouvait se servir de son pain au lieu de cailloux en les jetant par miettes. Le long des chemins où il passait, il le serra donc dans sa poche. Le père et la mère les menèrent dans l'endroit de la forêt le plus épais et le plus obscur. Dès qu'ils y furent, ils gagnèrent un faux fuyant et les laissèrent là. Le petit poussé ne s'en chagrina pas beaucoup, parce qu'il croyait trouver aisément son chemin par le moyen de son pain qu'il avait semé partout, et il avait passé. Mais il fut bien surpris lorsqu'il ne put en retrouver qu'une seule miette. Les oiseaux étaient venus qui avaient tout mangé. Les voilà donc bien affligés, car plus ils marchaient, plus ils s'égaraient et s'enfonçaient dans la forêt. La nuit vint, il s'éleva un grand vent qui leur faisait des peurs épouvantables. Ils croyaient n'entendre de tous côtés que les hurlements des loups. Ils n'osèrent presque se parler ni tourner la tête. Il survint une grosse pluie qui les perça jusqu'aux os. Ils glissaient à chaque pas et tombaient dans la boue, d'où ils se relevaient tout crottés, ne sachant que faire de leurs mains. Le petit poussé grimpa en haut d'un arbre pour voir s'il ne découvrirait rien. Tournant la tête de tous côtés, il vit une petite lueur comme d'une chandelle, mais qui était bien loin par-delà la fenêtre, la forêt. Il descendit de l'arbre et, lorsqu'il fut à terre, il ne vit plus rien. Cela le désola. Cependant, ayant marché quelque temps avec ses frères du côté où il avait vu la lumière, il la revit en sortant du bois. Ils arrivèrent à la maison où cette chandelle, non sans bien des frayeurs, car souvent ils la perdaient de vue, ce qui leur arrivait toutes les fois qu'ils descendaient d'un quelque fond. Ils heurtèrent à la porte, et une femme vint leur ouvrir. Le petit poussé lui dit qu'il s'était perdu dans la forêt et qu'il demandait à coucher par charité. Cette femme se mit à pleurer et leur dit « Hélas, mes pauvres enfants, où êtes-vous venus? Savez-vous bien que c'est ici la maison d'un ogre qui mange les petits enfants ?»« Hélas, madame, lui répondit le petit poussé, qui tremblait de toute sa force aussi bien que ses frères.
que ferons-nous? Il est sûr que les loups de la forêt ne manqueront pas de nous manger cette nuit, si vous ne voulez pas nous retirer chez vous. Et cela étant, nous aimons mieux que ce soit monsieur votre mari qui nous mange. Peut-être qu'il aura pitié de nous, si vous voulez bien l'en prier. » La femme de l'ogre, qui crut qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain matin, les laissa entrer et les mena se chauffer auprès d'un bon feu, car il y avait un mouton tout entier à la broche pour le souper de l'ogre. Comme il commença à se chauffer, ils entendirent heurter 3 ou 4 grands coups à la porte. C'était l'ogre qui revenait. Aussitôt sa femme les fit cacher sous le lit et alla ouvrir la porte. L'ogre demanda d'abord si le souper était prêt et si on avait tiré du vin, et aussitôt il se mit à table. Il flaira à droite et à gauche, disant qu'il sentait la chair fraîche. « Il faut, lui dit sa femme, que ce soit ce veau que je viens d'habiller que vous sentez. »« Je sens la chair fraîche, dis-je encore une fois, reprit l'ogre en regardant sa femme de travers. Il y a ici quelque chose que je n'entends pas. En disant ces mots, il se leva de table et alla droit au lit. Ah, dit-il, voilà donc comme tu veux me tromper, maudite femme. Je ne sais à quoi il tient que je ne te mange aussi. Bien t'en prends d'être une vieille bête. Voilà du gibier qui me vient à propos pour traiter 3 ogres de mes amis qui doivent me venir voir ces jours-ci. Il les tira de dessous le lit, l'un après l'autre. Ces pauvres enfants se mirent à genoux en lui demandant pardon, mais ils avaient affaire au plus cruel de tous les ogres, qui, bien loin d'avoir de la pitié, les dévorait déjà des yeux, et disait à sa femme que ce serait là de friands morceaux lorsqu'elle les aura fait une bonne sauce. Il alla prendre un gros couteau, et en approchant de ces pauvres enfants, il l'aiguisait à une longue pierre qu'elle tenait à sa main gauche. Il en avait déjà empoigné un lorsque sa femme lui dit « Que voulez-vous faire à l'heure qu'il est? N'aurez-vous pas assez de temps demain ?»« Tais-toi, dit l'ogre. Ils en seront plus mortifiés. »« Mais vous avez encore tant de viande, reprit sa femme. Voilà un veau, 2 moutons et la moitié d'un cochon. »« Tu as bien raison, dit l'ogre. Donne-leur à souper, afin qu'ils ne maigrissent pas, et va les mener coucher. » La bonne femme fut ravie de joie et leur porta bien à souper. Mais ils ne purent manger tant ils étaient saisis de peur. Pour l'ogre, il se remit à boire, ravi d'avoir de quoi si bien régaler ses amis. Et il but une dizaine de coupes de plus qu'à l'ordinaire, ce qui lui donna un peu dans la tête et l'obligea de s'aller coucher. L'ogre avait 7 filles qui n'étaient encore que des enfants. Ces petites ogresses avaient toutes les teints fort beaux, parce qu'elles mangeaient de la chair fraîche, comme leur père, mais elles avaient des yeux gris et tout ronds, le nez crochu et une forte grande bouche avec de longues dents fort aiguës. Elles n'étaient pas encore fort méchantes, mais elles mordaient déjà les petits enfants pour en sucer le sang. Elles étaient toutes 7 dans un grand lit, ayant chacune une couronne d'or sur la tête. Il y avait dans la même chambre un autre lit de la même grandeur. Ce fut dans ce lit que la femme de l'ogre mit coucher les 7 petits garçons, après quoi elle s'alla coucher auprès de son mari. Le petit poucet, qui avait remarqué que les filles de l'ogre avaient des couronnes d'or sur la tête, et qui craignait qu'il ne prît à l'ogre quelque remords de ne les avoir pas égorgés dès le soir même, se leva et prenant les bonnets de sa fille, de ses frères et le sien, il alla tout doucement les mettre sur la tête de cette fille de l'ogre, après leur avoir ôté leur couronne d'or, qu'il mit sur la tête de ses frères et sur la sienne. Enfin que l'ogre les prit pour ses filles, et ses filles pour les garçons qu'il voulait égorger. Les choses réussirent comme il l'avait pensé, car l'ogre, s'étant éveillé sur le minuit, eut regret d'avoir différé au lendemain ce qu'il pouvait exécuter la veille.
Il se jeta donc brusquement hors du lit, et prenant son grand couteau, « Allons voir, dit-il, comment se portent nos petits drôles, n'en faisant pas deux fois. » Il monta donc à tâtons à la chambre de ses filles. Il s'approcha du lit où était le petit garçon qui dormait tous, excepté le petit poucet, qui eut bien peur lorsque il sentit la main de l'ogre qui lui tâtait la tête. L'ogre qui sentit les couronnes d'or. « Vraiment, dit-il, j'allais faire un bel ouvrage. Je vois bien que j'ai bu trop hier soir. » Il alla ensuite au lit de ses filles, où ayant senti les petits bonnets des garçons, « Ah, les voilà, nos gaillards, travaillons aisément. » En disant ces mots, il coupa, sans balancer, la gorge de ses 7 filles, fort content de cette expédition. Il alla se recoucher auprès de sa femme. Aussitôt que le petit poucet entendit ronfler l'ogre, il réveilla ses frères et leur dit de s'habiller promptement et de le suivre. Ils descendirent doucement dans le jardin et sautèrent par-dessus les murailles. Ils coururent presque toute la nuit, toujours en tremblant et sans savoir où ils allaient. L'ogre, s'étant éveillé, dit à sa femme, « Va-t'en là-haut, habiller ces 7 petits drôles d'hier au soir. » L'ogresse fut fort étonnée de la bonté de son mari, croyant qu'il lui ordonnait de les aller vêtir. Elle monta en haut, et elle fut bien surprise lorsqu'elle aperçut ses 7 filles égorgées et nageant dans leur sang. Elle commença par s'évanouir. L'ogre, craignant que sa femme ne fût trop lente et faire la besogne dont il l'avait chargée, monta en haut pour l'aider. Il ne fut pas moins étonné que sa femme lorsqu'il vit cet affreux spectacle. « Ah, qu'ai-je fait » cria-t-il. « Ils me le payeront, les malheureux. À tout à l'heure. » Il jeta aussitôt une potée d'eau dans le nez de sa femme, et l'ayant fait revenir, « Donne-moi vite mes bottes de 7 lieues, lui dit-il, enfin que j'aille les attraper. » Il se mit en campagne, et après avoir couru bien longtemps de tous côtés, enfin il entra dans le chemin où marchaient ces pauvres enfants. Ils n'étaient plus qu'à 100 pas du logis de leur père. Ils virent l'ogre qui allait de montagne en montagne et qui traversait des rivières aussi aisément qu'il aurait fait le moindre ruisseau. Le petit poucet, qui vit un rocher creux proche du lieu où ils étaient, il fit cacher ses frères et s'y fourra aussi. Regardant toujours ce que l'ogre deviendrait, l'ogre, qui se trouvait fort las du long chemin qu'ils avaient fait inutilement, voulut se reposer et par hasard alla s'asseoir sur le rocher où les petits garçons s'étaient cachés. Comme il n'en pouvait plus de fatigue, il s'endormit et vint à ronfler si effroyablement que les pauvres enfants n'eurent pas moins peur que quand il tenait son grand couteau pour leur couper la gorge. Le petit poucet eut moins peur et dit à ses frères de s'enfuir aussi promptement à la maison et qu'ils ne se misent point à peine de lui. Il crut son conseil et gagna bien vite la maison. Le petit poucet, s'étant approché de l'ogre, lui tira doucement ses bottes et les mit aussitôt. Les bottes étaient fort grandes et fort larges, mais comme elles étaient faites, elles avaient le don de s'agrandir et de s'apetisser selon la jambe de celui qui les chaussait, de sorte qu'elles se trouvaient aussi juste à ses pieds et à ses jambes que si elles étaient faites pour lui. Il alla droit à la maison de l'ogre, où il trouva sa femme qui pleurait auprès de ses filles égorgées. « Votre mari, lui dit le petit poucet, est en grand danger, car il a été pris par une troupe de voleurs. Son or qui a juré de le tuer, il ne leur donne tout son or et tout son argent. Dans le moment
qui lui tenait le poignard sous la gorge, il m'aperçut, m'a prié de vous venir avertir de l'état où il est, et de vous dire de me donner tout ce qu'il en vaillant, sans rien retenir, parce qu'autrement ils le tueront sans miséricorde. Comme la chose presse beaucoup, il a voulu que je prie ses bas de 7 lieues, que voilà, pour faire diligence et aussi pour que vous ne croyiez pas que je suis un affrauteur. La bonne femme, fort effrayée, lui donna aussitôt tout ce qu'elle avait, car cet ogre ne laissait pas d'autre fort bon mari, quoiqu'il mange les petits enfants. Le petit garçon étant donc chargé de toutes les richesses de l'ogre, s'en revint au logis de son père, où il fut reçu avec bien de la joie. Il y a bien des gens qui ne demeurent pas d'accord sur cette dernière circonstance. Il prétend que le petit poucet n'a jamais fait de val à l'ogre, qu'à la vérité, il n'a jamais fait si conscience de lui prendre ses bottes de 7 lieues, parce qu'il ne s'en servait que pour courir auprès des petits enfants. Ces gens-là assurèrent de savoir de bonne part, et même pour avoir bu et mangé dans la maison du bûcheron, ils assurent que lorsque le petit poucet eut chaussé les bottes de l'ogre, il s'en alla à la cour, où il savait qu'on était fort en peine d'une arbée qui était à 200 lieues de là, et du succès d'une bataille qu'on avait donnée. Il alla, disait-il, trouver le roi. Il dit s'il le souhaitait, qu'il apporterait des nouvelles de l'armée avant la fin du jour. Le roi lui promit une grosse somme d'argent s'il en venait à bout. Le petit poucet rapporta des nouvelles dès le soir même, et cette première course l'ayant fait connaître, il gagnait tout ce qu'il voulait, car le roi le payait parfaitement pour porter ses ordres à l'armée. Après avoir fait pendant quelque temps le métier de coursier, il y avait avoir amassé beaucoup de biens, il revint chez son père, où il n'est pas possible d'imaginer la joie qu'on eut de le revoir. Il mit toute sa famille à son aise, il acheta des offices de nouvelles créations pour son père et pour ses frères, et par là il les établit tous, et il fit parfaitement bien sa cour en même temps. Fin.